Bonjour à tous et bienvenue sur ce live de Koala ME. Donc, nous sommes aujourd'hui avec Charles Georges, qui est avocat, spécialiste en droit des affaires et en fiscalité, si je ne me trompe pas, Charles. Exactement. Bonjour à tous. Bonjour Axel. Donc oui, en effet, je suis avocat au barreau de Rouen. J'interviens principalement donc en droit des affaires, mais plus spécifiquement en droit des sociétés, en conseil en entreprise, donc constitution, cession d'entreprise, fusion, etc. Et également en fiscalité, alors fiscalité des groupes et fiscalité patrimoniale pour les particuliers. Eh ben, enchanté, Charles, même si on se connaît déjà. Euh, on va attendre un petit peu que plusieurs personnes se connectent. On a quelques personnes qui sont déjà arrivées. Encore un grand merci de participer à ce live. C'est le premier live de 2021, donc je vous souhaite à tous mes meilleurs voeux au nom de toute l'équipe de Koala ME. C'est encore d'actualité. Et donc aujourd'hui, on est réunis avec Charles pour aborder toutes les questions juridiques qui peuvent vous tarauder quand vous êtes micro-entrepreneur. Donc, on a déjà quelques questions qui nous ont été posées parce que le live a été programmé le 11 janvier. On a eu des soucis techniques qui nous ont empêchés de le faire. Donc, on l'a reporté à aujourd'hui. Donc, on espère que les gens qui étaient là le 11 janvier ont pu se rendre disponibles aujourd'hui. Si les personnes qui ont raté ce live le voient en replay, n'hésitez pas à poser des questions en dessous en commentaire du replay. On y répondra. Et n'hésitez pas non plus à partager avec d'autres micro-entrepreneurs qui pourraient être intéressés par des questions juridiques que vous aurez posées ou qui auront été posées par différentes personnes. Bonjour Fanny Praduroux. Bonjour. Euh, si vous avez des questions, commencez à les inscrire directement en commentaire du live, comme ça on pourra y répondre tout de suite. Bonjour Céline. Je propose qu'on commence par les quelques questions qui ont été posées sur le live précédent qu'on n'a pas pu malheureusement effectuer. Donc Charles, je t'avais envoyé la liste de quelques questions. Est-ce Exactement. qu'il y en a une que tu peux prendre, celle qui t'inspire le plus? Alors, une qui m'inspire le plus. Donc, on en a eu quelques-unes. J'ai notamment, je retiens la question de, alors, c'est Sarlac, qui m'indiquait qu'elle venait de créer sa micro-entreprise, qu'elle était en attente de son numéro de SIRET. Son activité était libérale, atelier de cuisine japonaise à domicile, chez les particuliers principalement, et possibilités en visio. Et elle avait quelques questions, notamment savoir si comment choisir son assurance professionnelle. Alors, son assurance professionnelle, on est plus dans le cadre de la négociation. Donc, il faut voir les risques pour lesquels vous avez besoin d'être couvert. Et ensuite, il faut faire le tour des assureurs pour voir les différences de tarifs. Pourquoi? Parce que là, bon, c'est vraiment on est dans le simple cadre de la négociation. Donc, je vous invite, dans tous les cas, quand vous essayez de souscrire une assurance professionnelle, à aller voir au moins 3 ou 4 assureurs. Bon, je sais que ça peut être contraignant, mais c'est important. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir des vraies différences de tarifs et des vraies différences de garantie. Donc, c'est important de bien faire attention et de prendre le temps d'y réfléchir. Euh, voilà. Il y a Sarah qui dit c'est moi, j'ai depuis reçu mon numéro de SIRET, donc c'est déjà une Voilà, bonne chose. c'est une très bonne Après, nouvelle. pour préciser aussi, est-ce que tu dis, mais il faut le dire de manière plus insistante, je pense, faut pas uniquement considérer le tarif d'une assurance professionnelle, faut bien prendre en compte aussi les garanties et ce qui est couvert par Exactement. l'assurance professionnelle. Exactement. Et ça, faut pas hésiter à demander aux agences d'assurance de préciser exactement quelles sont les garanties, qu'est-ce qu'elles couvrent dans le cadre de votre activité et qu'est-ce qu'elles ne couvrent pas. Je vais vous prendre un exemple de personnes que j'ai accompagnées il y a quelques années qui étaient dans l'entretien d'espace vert. Ils avaient une assurance responsabilité civile professionnelle, sauf qu'ils n'avaient pas lu que l'assurance les couvrait jusqu'à 3 mètres de hauteur. Et quand ils ont fait de l'élagage à plus de 3 mètres de hauteur, l'assurance a refusé de prendre en compte un sinistre. Donc c'est important vraiment de rentrer dans le détail des garanties et pas de s'attacher uniquement au Mm, tarif. exactement. Exactement. Donc je rebondis sur ok, je rebondis sur Starlac qui me disait, qui me demandait comment rédiger des CGV et où les afficher si on n'a pas de site web. Alors comment rédiger des CGV? Alors c'est assez particulier, les conditions générales de vente. Pourquoi? Parce que ça va dépendre complètement de votre activité. Pour les rédiger, vous pouvez faire appel à un avocat spécialisé dans le domaine. Vous pouvez aussi trouver des conditions un peu globales sur Internet. Je ne sais pas, par exemple, Axel, toi, pour Koala, si jamais tu as des CGU, à qui tu as fait appel? Est-ce que tu les as rédigés toi-même ou est-ce que tu as pu te renseigner auprès d'un professionnel? En tout état de cause, si vous n'avez pas de site Internet, les conditions générales, il faut les adosser au moins à un devis.
et il faut les faire signer pour que le client en ait eu connaissance. C'est-à-dire que si jamais on fonctionne sur un site internet, c'est simple. En général, vous avez un petit onglet qui vous dit est-ce que vous avez bien pris connaissance des conditions générales de vente ou des conditions générales d'utilisation. Vous cochez, vous signez entre guillemets le contrat électroniquement. On est censé recueillir ça vaut adhésion aux conditions générales de vente. Si jamais vous n'avez pas la possibilité de passer par internet, il faut les faire signer à part. Donc, soit vous les adossez à un devis, soit si jamais vous faites je ne sais pas, un vrai contrat, et ben vous les adossez à votre contrat. C'est-à-dire que ce sont des conditions générales qui complètent les conditions particulières du contrat que vous faites signer. Et elles font partie intégrante de la proposition commerciale et donc du contrat. Exactement. Elles font partie intégrante de la proposition commerciale. Et pour revenir sur ta question, pour les CGU les CGV de Coal-AME, nous, on les a fait rédiger par un avocat. Et on les a fait rédiger, pas juste en lui demandant rédige-nous des CGU, mais on a eu aussi quelques séances d'échange avec lui pour que ce soit vraiment bien adapté à notre activité. Donc, c'est aussi indispensable. Donc, on peut être tenté d'aller chercher sur Internet des conditions générales de vente, entre guillemets, bateau. Faut faire attention, faut quand même bien les adapter à son activité. Bien sûr, voilà, tout est une question de moyens. Après, voilà, si jamais au tout début vous avez les fonds entre guillemets pour faire appel à un prestataire qui vous les rédigera, avec qui vous échangerez pour avoir entre guillemets un format le mieux adapté possible à votre activité, c'est parfait. Donc, si au tout début vous ne pouvez pas et que vous voulez en rédiger, essayez voilà d'être un peu critique ou de faire appel aux personnes qui vous entourent pour voilà pour un peu mieux les définir et être sûr qu'elles conviennent à votre activité. Alors, je vois deux autres questions sur les CGV d'Isabelle que je vais afficher. Donc, les CGV sont-elles obligatoires? Non, dans une vente, elles ne sont pas obligatoires. Elles ne sont pas obligatoires, c'est-à-dire que ça dépend vraiment de votre activité. Les conditions générales de vente, en fait, c'est une partie, comme on a dit, intégrante du contrat. Vous pouvez avoir un contrat qui ne comporte pas toutes ces conditions générales. Si vous vendez, par exemple, je sais pas, si vous vendez un sac à quelqu'un en face à face, il a juste à faire une facture, pas besoin de faire de CGV. Voilà, exactement. Si vous allez demain dans un magasin, voilà, un magasin de vêtements, on ne vous donne pas des conditions générales de vente. Voilà. Et pourtant, vous avez vraiment signé un vrai contrat qui vous engage, sauf qu'il n'est pas comment dire, précisé sur certaines clauses. Pourquoi? Parce que c'est la remise d'un bien contre de l'espèce, donc il n'y a pas de particularité. En revanche, concernant les CGV, alors je vois qu'il y a une question CGV ou CGU. CGV, c'est les conditions générales de vente. CGU, c'est les conditions générales d'utilisation. Par exemple, quand on utilise un logiciel comme celui de Koala ME, on va plus avoir des conditions générales d'utilisation. Si jamais vous faites de la vente à distance, je ne sais pas, imaginons pas Airbnb, pardon, mais tous les comment on appelle Etsy, par exemple, Etsy, qui est une plateforme de vente à distance. Voilà, vous aurez des conditions générales de vente parce que c'est la vente d'un bien et pas l'utilisation d'un service. C'est ça. Une autre question de Sarlac qui dit OK, mais comment faire des CGV quand on passe par mail pour envoyer un devis? Donc, alors, est-ce que vous faites signer votre devis? Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que vous demandez à votre client d'imprimer le devis, éventuellement de vous le retourner signé. Vous faites exactement de la même façon pour les CGV. C'est ça. Donc, ou là, on peut aussi passer par un module de signature électronique, mais qui est plus compliqué à mettre en place et qui peut avoir un coût aussi. Mais effectivement, envoyer par mail en demandant à votre client de scanner, signer et de renvoyer, ça, c'est des choses qui se font couramment. Exactement. Une autre question d'Isabelle. Prestation de services intellectuels. Donc, ça, c'est l'activité qu'elle fait. Accompagnement marketing. Donc, c'est par rapport à quelle question vous dites ça, Isabelle? Si vous pouviez préciser votre question. Je crois qu'Isabelle, vous en aviez d'autres sur le live précédent. On va les reprendre aussi. Il y avait pas mal de questions aussi, Charles, que dans celle que je t'ai envoyée sur la médiation ou la conciliation. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement ce que c'est que la médiation et la conciliation? Oui, alors la médiation et la conciliation, ce sont deux procédures qui ont le même objectif, c'est-à-dire qu'elles ont en fait pour intérêt de trouver une solution à un litige qui est pendant. Et sans passer par la voie judiciaire, enfin la voie contentieuse. Bon, je pense que de nom déjà ça parle un peu à tout le monde. Donc les deux procédures ont le même objectif. Il y a une différence entre les deux, c'est que la conciliation est gratuite, alors que la médiation est payante. Ça c'est vraiment la principale différence. Et autre chose, c'est que le conciliateur est un auxiliaire de justice, donc il est reconnu au niveau de la justice, alors que la médiation, le médiateur est alors un prestataire entre guillemets privé qui n'a pas cette qualité d'auxiliaire de justice. Mais en tout cas, l'objectif des deux procédures est identique. Et après, elles vont différer dans leur mode d'application. Alors là, c'est un peu plus
un peu plus technique, mais c'est des façons, des process en fait, les process de médiation sont différents ceux de la conciliation, notamment quant aux réunions, aux points à aborder, etc. Donc, l'objectif des deux est le même, c'est d'arriver à trouver entre les deux parties un accord qui soit un accord à l'amiable. Exactement, exactement. Arriver à une conciliation ou à une médiation entre les deux. Tout à fait. Voilà. Donc, je dirais que la médiation a une dimension un peu plus psychologique et personnelle. Pour en avoir fait un petit peu ou y avoir assisté, on est vraiment dans la recherche du fond du problème au niveau de chacune des parties, mais au niveau aussi psychologique, c'est-à-dire pourquoi il y a une opposition de principe, pourquoi il y a ce litige. Bien sûr, il peut être pécuniaire, ça peut être un litige pécuniaire, mais il peut également aussi avoir d'autres ressorts dans le litige, essayer de les trouver et de trouver une solution. C'est vraiment un peu plus psychologique. Je vois qu'il y a des questions sur la médiation qui arrivent. Première question de Sarlac. Le médiateur est obligatoire pour interrogation. J'ai lu ça et du coup, je me pose des questions. Oui, alors quand vous êtes un professionnel qui a envoyé, enfin comment dire, qui produisait des biens ou des services à destination de consommateurs, donc de personnes physiques dénommées, vous êtes obligé de pouvoir mettre en place une procédure de médiation. Donc il faut s'inscrire auprès d'un médiateur pour pouvoir, entre guillemets, en cas de litige, offrir la possibilité à votre client de faire appel à ce médiateur. Donc, ce Donc, qui répond. oui. Vas-y, Charles. Vas-y, finis. Non, non, c'est juste que après, concernant les médiateurs, il y a énormément de médiations. Soit il y a des médiateurs publics, soit il y a des médiateurs par entreprise quand c'est des grosses entreprises, médiateurs de la LCL, médiateurs de la Caisse d'épargne, etc. Ou alors il y a des médiateurs indépendants. Et il faut faire appel à eux. Enfin, faut entre guillemets faire un travail de recherche, les appeler et voir, en fonction des coûts, en fonction du domaine dans lequel il intervient, est-ce qu'il est adéquat à votre activité à vous. Donc, par exemple, si vous avez une activité où vous savez qu'il n'y aura pas énormément de recours à la médiation, le mieux, c'est de trouver un médiateur qui, entre guillemets, vous facturera une fois qu'il y aura un litige, mais pas une enveloppe forfaitaire annuelle, parce que si jamais vous n'avez jamais recours à la médiation, vous allez, entre guillemets, c'est de l'argent dépensé enfin voilà, c'est de l'argent pris sur la société qui n'a pas forcément d'intérêt. Donc, il faut vraiment faire le tour des médiateurs et voir si les tarifs et les domaines d'intervention vous correspondent. Et donc, ça répond en partie à la question d'Isabelle qui est: doit-on adhérer à un organisme particulier pour la médiation-conciliation? Oui, alors vous pouvez avoir, pour que vous puissiez trouver une liste de médiateurs, sauf erreur, sur les sites du gouvernement, donc économie.gouv, etc. Si vous tapez médiation, vous aurez des renvois vers des centres de médiation, enfin voilà, vers plusieurs médiateurs, vous aurez des coordonnées et vous pourrez prendre la tâche de plusieurs médiateurs pour voir s'ils vous correspondent. D'accord. Tu parlais de particulier. Il y a Isabelle qui demande: en B2B, est-ce que le médiateur est obligatoire? Non, c'est pour les consommateurs. C'est pour les consommateurs, juste en Personne B2C. physique. Au sens légal, le consommateur est une personne physique, vraiment une personne physique. Tout ce qui est société, entreprise ne sont pas concernés par la médiation. Enfin, vous pouvez toujours y avoir recours, mais disons que vous n'êtes pas dans l'obligation si vous proposez des services. Voilà. Je remonte un peu dans les questions. Il y en a qui étaient sur d'autres sujets. Question de Karine Mongel. Alors, pour un coaching CGV, alors je pense que c'est CGV, je crois, avec une inversion de lettres, ou CGU, et quand c'est sous forme de formation en ligne, CGV ou CGU. À partir du moment où c'est de la formation, donc vous vendez quelque chose sur Internet, c'est de la vente, donc c'est des CGV. Après, vous pouvez avoir des CGU et des CGV. Sur quoi, à l'AME, on a les deux, on a des CGU et des CGV. Enfin, on ne vend plus rien, tout est gratuit, donc on n'a que des CGU. Mais si on a une activité gratuite et une activité payante, là, l'activité gratuite est gérée par la CGU, l'activité payante par la CGV. Donc à partir du moment où il y a un acte d'achat, c'est des CGV, donc c'est de la vente. Je dis pas de bêtises, Charles? Non, non, tu dis pas de bêtises, c'est exactement ça. Merci de. Ou alors, si c'est vraiment, petite particularité, c'est vraiment l'utilisation d'un service où il n'y a pas vraiment forcément de vente, dans ces cas-là, ce sera forcément les CGU. D'accord. Une autre question de Sarlac. Quand on prend une assurance RC, on peut ajouter une assistance juridique, mais j'ai l'impression que c'est différent de la médiation. Alors, attendez, je regarde. C'est quelle question? Alors, quand on prend une assurance RC, on peut ajouter une assistance juridique, mais j'ai l'impression que c'est différent de la médiation. Oui, c'est différent. En fait, alors, sauf erreur, mais si on parle bien de la même chose, une assistante juridique, c'est ce qu'on appelle, comment dire, les GPJ, les garanties de protection juridique.
Sauf erreur, c'est ce qu'on vous propose en complément de l'ARC. Ça vous permet en fait d'être assuré en cas de litige, mais là on parle d'un litige avec un vrai contentieux, donc pas au-delà de la médiation. Oui. Vous aurez une enveloppe entre guillemets pour faire appel, pour prendre la tâche d'un avocat dans les limites des tarifs et qui vous défendra et en fait ce sera pris en charge par l'assurance. Donc c'est différent de la médiation, hein, c'est complètement différent. D'accord. Une autre question de Sarlac qui dit, pardon, je l'affiche, mon activité, c'est cours de cuisine à domicile chez le client, donc je ne sais pas si les litiges sont fréquents. Après, le risque, il est à prendre en fonction de votre activité, effectivement. Exactement, il est à prendre. Après vous, du coup, là, vous avez. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à la responsabilité, à Je l'assurance. pense que c'est par rapport à la médiation et la Par rapport à la conciliation. médiation. La médiation, vu que vous proposez, comment dire, des services à des consommateurs, sauf erreur, dans tous les cas, vous êtes obligé d'y adhérer. Après, voilà, théoriquement, les litiges risquent d'être peu fréquents. Pourquoi? Parce que dans votre activité, enfin, voilà, je vois difficilement en quoi les clients pourraient ne pas être satisfaits ou alors en tout cas l'enveloppe en cause n'entraînerait pas forcément des litiges qui iraient jusqu'à la médiation. Bon, d'où l'intérêt de ce que tu disais tout à l'heure, de surtout pas aller sur des enveloppes forfaitaires, mais plutôt Exactement. du paiement Exactement. s'il y a intervention de la médiation. Ah bah oui, exactement. Fanny Paradou qui nous dit, mais de rien, Karine, c'est un plaisir, on est là pour ça. Fanny qui nous dit donc, pour les prestations de services style conciergerie, ce serait des CGU? Oui. Oui. Alors, ce serait des CGU, s'il vous plaît, style conciergerie, non, conditions générales de vente pour moi. Parce qu'il y a de la vente, quand même, vous vendez un service en conciergerie. Voilà, exactement. Donc à partir du moment où il y a transaction financière, c'est de la vente, donc c'est des CGV. Voilà, exactement. Exactement. C'est conditions générales de vente. Et c'est là qui nous dit oui, car son assurance RC, elle est déjà en train de demander des devis. Donc demandez-en bien plusieurs à plusieurs compagnies différentes. Oui. Vérifiez pas uniquement le coût, le tarif, mais Ouais, aussi les garanties. C'est super important. ouais, Euh, exactement. N'hésitez pas à une poser des questions. Alors ça, c'est important. Excuse-moi, Axel, mais je rebondis Vas-y. sur ce que tu me dis. Mais par rapport aux clauses dans les contrats d'assurance, souvent c'est rédigé, c'est très alambiqué. N'hésitez pas à poser les questions plus simplement à votre conseiller pour qu'il il vous aiguille et que vous ne soyez pas dans le flou avant de signer le contrat. Il faut vraiment pas hésiter à demander les exclusions de garantie, etc., avec un langage entre guillemets un peu plus simplifié pour pas vous perdre voilà, dans les clauses générales du contrat d'assurance. Et n'hésitez pas aussi, par exemple, à lui proposer un cas d'usage. Lui dire, voilà, j'ai cette activité-là, si je fais ça, ça, il se passe ça, comment je suis couvert par votre proposition d'assurance. Donc ça, c'est important aussi. Ça permet de vulgariser vraiment le discours des assureurs, qui n'est pas forcément très accessible. Donc, n'hésitez pas Exactement. à faire ça aussi. On avait d'autres questions qu'on avait anticipées la semaine dernière. Oui. Par rapport au dépôt du nom de marque aussi. On a eu quelques questions. Comment on fait pour déposer un nom de marque? Est-ce que c'est obligatoire ou pas? Et quel risque on prend à le faire ou à ne pas le faire? Ok. Alors, est-ce que c'est obligatoire? Non, c'est pas obligatoire. Le dépôt de marque, en fait, vous permet de protéger cette marque en contrefaçon, c'est-à-dire qu'elle permet d'éviter que d'autres personnes à l'avenir utilisent votre marque. Pourquoi? Bah, parce que vous en avez besoin pour une notoriété, parce que vous entendez développer votre activité et avoir entre guillemets pignon sur rue, et que cette marque-là soit vraiment attachée à votre activité, vous souhaitez la protéger, bah, vous la déposez à ce qu'on appelle l'Institut national de la propriété intellectuelle, l'INPI. Vous pouvez faire la demande en ligne et en fait, vous protégez cette marque. Ce qui fait que si jamais, à l'avenir, à partir du dépôt de la marque, à l'avenir, quelqu'un utilise cette marque et vous porte entre guillemets préjudice, vous faites une action en contrefaçon et vous pouvez obliger la personne en cause à retirer complètement toute la communication qu'elle utilise sur le nom de votre marque qui a été déposée. Voilà. Euh, oui, au niveau de l'INPI, dis-moi si je me trompe, mais on peut choisir une protection nationale ou internationale, je crois. Exactement, et c'est en fonction des coûts. Alors, c'est national ou européenne. À vérifier après si international, il faudrait que je vérifie. Les coûts seront différents. Les coûts seront différents, ça c'est sûr. Après, vous pouvez choisir bien sûr une protection nationale ou européenne et avoir internationale, mais c'est surtout, vous pouvez choisir le type de marque que vous protégez. Est-ce que vous décidez de protéger une marque figurative, une marque avec un logo,
etc. Vous avez aussi plusieurs choix là-dessus. Vous pouvez protéger aussi des dessins. Enfin, voilà. Le tarif d'une protection de marque, tu sais combien c'est, Charles, à peu près? Alors, Juste ça déposer dépend. un nom, un logo. Voilà, alors ça dépend des classes. Pourquoi? Parce que quand vous protégez la marque, vous la protégez pour un certain type de produit. Ces types de produits sont regroupés dans des classes au niveau de l'INPI. Donc, par exemple, si jamais, je sais pas, vous allez avoir automobile en classe, vous allez avoir produits pharmaceutiques, etc. Et des subdivisions encore dans ces classes-là. Et en fait, à chaque classe, pour la première classe, c'est 190 € pour le dépôt de la marque. Et après, c'est 40 € par classe supplémentaire. Mais vous voyez D'accord. bien, vous pouvez avoir une protection qui est obligée d'être transversale parce que parfois votre domaine d'activité touche à plusieurs types de classes. Donc forcément, faut les protéger pour un peu tout, pour avoir une garantie la plus efficace possible. Oui, du coup, on peut arriver à des situations telles que Fanny nous en parle là, où elle dit, je n'ai pas pu déposer mon nom de marque. Aujourd'hui, nous sommes deux avec le même nom, pas le même style d'activité, mais bonjour la confusion. Donc, effectivement, ça peut être intéressant de le faire quand même. Après, si vous n'êtes pas sur le même style d'activité, comme disait Exactement. Charles, sur les activités différentes et sur les classes, il aurait quand même pu utiliser le même nom de marque que vous. Voilà, exactement. Il y a une question que je vais afficher aussi. Pouvez-vous nous parler du décret en cours d'accompagnement des cotisations sociales? Donc, c'est d'augmentation, j'imagine, des cotisations sociales de 22 à 27% pour les professions libérales non réglementées. Alors oui, mais pas aujourd'hui. C'est pas le sujet en cours. Et en plus, ce décret-là, il est pas encore passé. C'est juste une proposition. Donc, il y a des gens qui se mobilisent pour essayer de qui passent pas. Pour l'instant, ça fait pas partie du scope du live d'aujourd'hui, mais on abordera ça soit ici, soit dans notre groupe Facebook, micro-entrepreneurs, tout savoir. On met les informations chaudes qui sortent assez rapidement. Donc, n'hésitez pas à dire à ce groupe-là, micro-entrepreneurs, tout savoir sur Facebook. On met ce genre d'informations, on les met en ligne, on les publie, on les commente et on les explique. Ah oui, Euh, il y a une question sur le décret, mais bon, du coup, c'est pas. Alors, une question intéressante sur l'INPI. Virginie Leloup, je n'ai pas encore créé ma micro-entreprise, je cherche un nom et je me demande où je peux trouver la liste des noms déjà utilisés. Alors, sur les marques, vous avez juste à taper sur Google ici marque au pluriel, donc ici ICI plus loin marque, et vous aurez en fait la base de l'INPI avec les marques. Donc, vous taperez dans l'onglet de recherche la marque que vous souhaitez créer et vous verrez si elle a déjà été déposée, pour quelle classe elle a été déposée. Donc D'accord, ici, tout simplement. voilà. Ici, Voilà. marque.fr. Voilà. Ici marque sur Google et ça renvoie vers un site que je ne dise pas de bêtises. Ça doit être base-marque.inpi.fr. Base-marque.inpi.fr. Je vous mets le lien dans les commentaires, comme ça vous Exactement. pourrez cliquer directement dessus. Alors, marque au pluriel, hein, juste pour information, parce que pour que le lien fonctionne, mais c'est base-marque au pluriel.inpi.fr. Base-marque.inpi.fr. Je corrige mon erreur. Base singulier-marque au pluriel.npi.fr. Exactement. Là, je suis dessus et je vois, voilà, par exemple. Je vois. Par exemple, là, à titre pratique, j'ai tapé Koala ME et je vois le dépôt de la marque. C'est ça. Ne le Voilà. prenez pas, il est déjà déposé. Exactement. D'où ma question, la question d'après. Que faire si le nom d'entreprise que j'ai choisi est utilisé par quelqu'un d'autre? Alors là, il y a deux types de solutions. Soit il a déjà été utilisé antérieurement à votre création, auquel cas vous pouvez juste ne rien faire. Soit il a été utilisé après et vous l'avez pas déposé, donc là pareil, vous ne pouvez rien faire. Soit il l'a utilisé après votre création et vous l'avez déposé, mais c'est pas la même classe et là vous pouvez toujours rien faire. Soit vous l'avez déposé, c'est la même classe, il a créé après, et là vous pouvez tenter une action en justice. J'ai bien résumé, Charles? Oui, c'est très bien résumé, c'est très très bien résumé. Je fais un petit parallèle par rapport à cette histoire de marque. Souvent, on parle de marque et on parle de, parce que là, je vois que vous me parlez de nom. Il faut bien faire la différence entre la dénomination sociale et la marque. Alors, pour les micro-entrepreneurs, c'est un peu moins le cas parce qu'on n'a pas vraiment de dénomination sociale comme celle d'une société. Mais quand on est une société, on peut avoir une dénomination sociale qui a été utilisé antérieurement sans avoir déposé la marque. Et pour autant, on a un certain droit quand même sans avoir fait le dépôt de la marque à l'INPI. C'est-à-dire que demain, je vois une société qui s'appelle,
je ne sais pas, peu importe, porte et fenêtre. Et moi, demain, qui intervient dans l'Eure et la Seine-Maritime, et moi, demain, je suis à Montpellier, je veux créer ma société avec le nom porte et fenêtre, sans parler de marque et de dépôt de marque. Je vois que la dénomination a déjà été utilisée par une société qui intervient en Seine-Maritime et dans l'Eure et pour les mêmes activités. Dans ces cas-là, il faut que je fasse une recherche pour voir, OK, ma dénomination est identique. Il y a une antériorité de la dénomination, entre guillemets, de mon concurrent qui est dans le Nord. Il faut que je vérifie si je lui fais ou pas concurrence au regard de ma zone d'achalandise. Si jamais je lui fais concurrence, dans ces cas-là, je ne vais pas prendre ma dénomination sociale, je vais changer de dénomination sociale. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque d'antériorité. C'est-à-dire il y a un risque que la société qui est déjà créée sous ce nom-là vienne nous voir en disant vous nous portez préjudice, j'engage votre responsabilité délictuelle, je vous demande de me verser des dommages et intérêts. Donc dans ces cas-là, il faut vraiment faire une étude. Là, on est en micro-entreprise, mais quand vous créerez une société, sans parler de dépôt de marque, quand vous choisirez votre dénomination, il faut vérifier que cette dénomination soit pas déjà prise. Et si elle est déjà prise, il faut vérifier qu'elle vous fasse, enfin, que vous puissiez ou pas lui faire concurrence. Donc, est-ce que vous intervenez dans les mêmes domaines et sur un secteur géographique identique? Si ce n'est pas le cas, vous gardez la dénomination. Par contre, si c'est le cas et que vous risquez de faire concurrence, et ben dans ces cas-là, vous changez votre fusil d'épaule et vous changez de dénomination. Et ça, c'est au-delà des marques, parce que le droit des marques est complètement réglementé, mais sous un autre prisme, avec des actions en contrefaçon, etc. Voilà, c'est juste un petit parallèle pour juste faire la distinction, parce que nom, marque, tout peut se confondre, et voilà, c'est pas forcément, ça recouvre pas forcément les mêmes choses d'un point de vue juridique. D'accord. Une question de Virginie Leloup qui a dû s'afficher. Notre nom s'ajoute automatiquement sur la liste des bases marques lors de notre immatriculation. Alors non, c'est deux choses différentes. Quand vous vous immatriculez en tant que micro-entrepreneur, vous inscrivez au registre du commerce ou au registre des sociétés, vous inscrivez en tant qu'entreprise. La base des marques, c'est encore une autre démarche à faire et vous devez la faire en parallèle si vous souhaitez protéger votre marque. Donc il n'y a pas ajout automatique de votre nom sur la base de marque. Exactement. Bah là, je rebondis un peu du coup sur ce que j'ai dit précédemment. C'est qu'en fait, je vais reprendre un exemple simple, celui de Koala, parce que voilà, du coup, ça s'y prête bien. Je crée Koala, je crée une société qui s'appelle Koala, je l'immatricule au greffe avec cette dénomination sociale, c'est très bien. J'aurai ma dénomination sociale Koala. Par contre, ma marque n'est pas protégée. C'est-à-dire que je dois faire une formalité complémentaire à l'INPI pour déposer la marque Koala, peu importe la dénomination sociale de l'entreprise. Et c'est pour ça qu'il faut faire le distinguo, parce que parfois, une entreprise a plusieurs marques. Vous voyez, je peux avoir une société, je ne sais pas, on va dire, allez, on va prendre des gros exemples, on va prendre Apple. Bah, Apple, imaginons, c'est sa dénomination sociale, elle s'appelle Apple, mais en dessous, ça se trouve, elle a pléthore de marques, iPhone et une marque. Pourtant, la dénomination sociale de l'entreprise, c'est pas iPhone. Donc voilà, il faut vraiment faire le distinguo. Isabelle Guigaud, GGX, bon, je sais pas si Guigaud, qui nous dit immatriculation gratuite auprès d'un CFE, marque dépôt payant à l'INPI. C'est exactement ça. C'est que l'immatriculation en tant que micro-entrepreneur, elle se fait gratuitement. Le dépôt de la marque auprès de l'INPI est payant et tarif de base, tu me dis 190 euros, je crois, c'est ça? C'est ça, 190 euros pour la première classe et 40 euros par classe supplémentaire. C'est ça. Et ça peut aller vite. Hein. Pourquoi? Parce que si je regarde, bah voilà, excuse-moi Axel, hein, je reprends toujours l'exemple, mais parce que c'est celui qu'on a sous les yeux. Mais, par exemple, Koala est déposé sous la classe 35 comptabilité, mais aussi sous la classe 41 coaching et aussi sous la classe 42 conception de système informatique. Donc, vous voyez, à chaque fois, c'est tellement détaillé que vous pouvez avoir un nombre de classes vraiment très, 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 très important. On va reprendre les questions qui avaient été posées, parce que là, j'en vois pas de nouvelles qui arrivent. Il y avait une question sur comment gérer les factures impayées de mes clients. Oui, alors ça, du coup, pour le coup, c'est un peu de la gestion d'entreprise courante, des relances, des mises en demeure. Après, j'imagine que si vous me demandez, c'est d'un point de vue judiciaire. D'un point de vue judiciaire, si jamais toutes les relances amiables, entre guillemets, n'ont pas eu d'effet, il faut faire des mises en demeure. Et après cette mise en demeure, il faut faire une procédure, ce qu'on appelle en injonction de payer, qui se fait alors ça dépend à qui vous adressez vos produits, mais si c'est en B2B au tribunal de commerce, si c'est en B2C, bah, vous le faites en fait via le tribunal de grande instance, un tribunal judiciaire aujourd'hui.
Donc, c'est des formulaires en fait à compléter que vous envoyez au tribunal avec en fait la mention de la créance, sur quel fondement elle est due, etc. Cette ordonnance d'injonction, enfin ce papier, ce formulaire que vous complétez, il est envoyé au juge. Le juge notifie à l'adversaire, enfin du coup à votre oui, à votre adversaire cette procédure d'injonction de payer. L'adversaire se défend ou pas. Si jamais le juge vous donne raison, il vous rend une ordonnance homologuant l'injonction de payer. Et cette injonction de payer, vous devez la signifier judiciairement par voie d'huissier au client récalcitrant pour ensuite entamer les procédures de saisie, les procédures d'exécution, c'est-à-dire faire des commandements de payer et ensuite des saisies sur compte bancaire ou autre si jamais le client vous paye toujours pas. Mais la procédure judiciaire est très longue. C'est pour ça qu'il ne faut pas négliger la facturation, les relances, etc. pour pouvoir, entre guillemets, être payé au cordeau. Et ça, c'est la démarche, une fois que c'est judiciarisé, on va dire, elle est très longue et elle peut être coûteuse aussi. Donc, du coup, il faut aussi, avant d'aller sur cette démarche-là, il faut aussi voir le coût de la créance et se dire que c'est peut-être plus pertinent d'abandonner la créance. Donc, Exactement. des fois, ça peut être pertinent. Et ce qui est super important, surtout dans le cadre de la gestion d'impayés, c'est toute la phase avant de passer au judiciaire, justement. C'est tout l'aspect relance. Donc, sur Qualame, il y a des relances qui sont faites directement sur les impayés. Donc, une facture est considérée comme impayée par votre client, vous pouvez automatiquement la relancer par mail. Il faut que ces démarches-là, vous les fassiez parce que c'est ça qui va avoir le plus d'importance et le plus d'efficacité. Sinon, si vous passez sur des démarches judiciaires, vous allez perdre de l'argent sur le montant de la créance et peut-être même en perdre encore plus que le montant de la créance en elle-même. Exactement. Je vous invite à faire attention au niveau de vos créances par rapport à la prescription. Si jamais vous avez un client consommateur, donc on revient à la notion dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire une personne physique, vous adressez vos produits et services à un consommateur personne physique, le délai de prescription, il est de 2 ans. De 2 ans à compter de l'émission de la facture. Donc, vous émettez votre facture, il ne vous paye pas pendant 2 ans. Si jamais au bout de la 3e année, vous dites je vais le relancer, et votre créance est prescrite. Donc, il faut le faire avant. Et le seul moyen d'interrompre la prescription, c'est une signification, c'est passer par un huissier de justice, c'est-à-dire un vrai commandement de payer, etc. Une vraie procédure de judiciaire comme celle que j'ai détaillée, la procédure d'injonction de payer. Donc, je vous invite, surtout aux plus grosses créances, à toujours avoir un très bon suivi et à faire attention à la prescription. Donc, 2 ans, ça peut être long, mais ça peut être très court aussi. C'est ça. Alors, pour revenir sur Qualame, sur le logiciel de gestion, il y a des alertes sur les factures qui sont considérées comme impayées. Donc, c'est important de les considérer, ces alertes-là, et de les traiter, parce qu'effectivement, sinon, vous pouvez très vite atteindre les prescriptions, parce qu'on peut laisser couler, et quand on s'en souvient, il peut être trop tard. Il y a une question de Ligne Céline qui dit pour une créance en tant que profession libérale, donc je pense que les professions libérales fonctionnent de la même manière que les autres sociétés, c'est du droit des sociétés en général. La créance, c'est pas lié spécifiquement à un statut d'entreprise. Exactement. Exactement. En fait, la créance va juste dépendre du client, de la personne avec qui vous êtes professionnel. Donc ça, il y a pas de sujet là-dessus. Après, c'est à votre client. Est-ce que c'est un commerçant, entre guillemets, enfin voilà, quelqu'un qui a une activité professionnelle, ou est-ce que c'est un créancier, personne physique, qui n'intervient pas forcément dans le domaine régulièrement? Il y a encore d'autres questions qui arrivent. On a encore 5 minutes à vous accorder, donc on va traiter les dernières questions. Après, pour les personnes qui regardent en replay ou qui auraient d'autres questions qui n'ont pas eu le temps d'être traitées, n'hésitez pas à les poser à la fin du live après. On y répondra même après que le live soit fini. Pour l'instant, on va prendre la question d'Isabelle qui dit, quand on émet un devis, peut-on faire plusieurs factures par an à ce devis si on n'a pas demandé d'acompte dès que la prestation est terminée? Oui, bien sûr, Oui. bien sûr. Vous pouvez faire plusieurs factures. Donc après, vous respectez le devis dans sa globalité, il n'y a aucun problème. Vous pouvez faire plusieurs factures, des factures d'acompte. Voilà, on peut prendre par exemple une personne qui fait un devis pour 1 000 euros et son client paye en 3 fois, on peut lui faire 3 factures Oui, de voilà. 333,33 euros. Je vous invite juste à viser à chaque fois le devis qui a été accepté par le client dans vos factures définitives. En référence dans la facture, tout à fait. Une question de Sarlac. Doit-on faire figurer son numéro d'assurance RC sur un devis ou une facture? Est-ce que c'est une obligation légale? Non. Non. Donc, c'est pas obligatoire.
Pour autant, en termes de communication par rapport à votre client, ça rassure toujours le client de voir qu'il y a une compagnie d'assurance. Ça peut être important de le mettre, intéressant. Ça dépend vraiment de votre activité. Voilà. Si votre public cible, on va dire, est sensible à tout ce qui est assurance et aux travaux, ça va l'intéresser. Pour prendre un exemple plus concret, quelqu'un qui est en profession libérale, qui fait du coaching, je sais pas, voilà, comment gérer ses affaires, par exemple, la notion de RC Pro est pas très, très pertinente. Si par contre, vous faites appel à quelqu'un qui est dans le bâtiment et qui vous reconstruit Ouais. votre maison, s'il a pas une assurance décennale ou une RC Pro, vous prenez le risque que s'il y a malfaçon, vous ne soyez pas couvert. Donc, ça dépend vraiment de votre activité, de votre public cible et de comment il réagit. Pour autant, si vous l'avez, moi, je vous invite à le mettre. C'est un élément supplémentaire qui rassure les clients et ça coûte rien de le mettre. Mm. Ça, c'est sûr, ça coûte rien. Je reviens juste par rapport au médiateur, parce on est passé rapidement dessus. Quand vous avez trouvé votre médiateur, il faut pouvoir informer votre client du fait que vous êtes rattaché à un médiateur. Soit ça par vos conditions générales de vente, il faut les indiquer, soit sinon, faut le mettre sur vos devis ou alors sur tout support si jamais vous procédez pas de cette façon-là. Donc, il faut vraiment pouvoir permettre aux consommateurs d'avoir l'information comme quoi votre activité est rattachée à un médiateur. Sarah qui précise sa question, qui dit pour les ateliers cuisine, ça peut être bien. J'imagine qu'il n'y a pas le numéro d'assurance sur les Ouais, devis et sur les factures. Donc oui, ça peut. Après, vous prenez assez peu de risques en cuisine, sauf si vous faites un atelier cuisine avec en physique, avec les couteaux qui peuvent éventuellement couper quelqu'un sans faire exprès. Alors là, petite précision, une ERC Pro vous couvrira sur les choses non intentionnelles. Donc, si vous poignardez quelqu'un avec votre couteau de cuisine volontairement, il ne sera pas couvert. là, On serait bien d'accord. C'est que sur les activités non intentionnelles, sur les accidents non intentionnels. alors, doit Isabelle qui dit, doit-on inclure dans nos CGV la protection des données personnelles si nos clients sont des entreprises? ouais, disons, alors, quand vous parlez d'inclure la protection des données personnelles, c'est-à-dire une clause disant que vous respectez voilà, les règles RGPD. du RGPD, du traitement des données, vous pouvez toujours la mettre. Après, l'intérêt des données personnelles, c'est juste d'avoir, entre guillemets, un process de traitement des données et d'être capable de répondre aux clients qui vous en fait la demande, de la façon dont vous stockez ces données, comment vous les avez traitées, quand est-ce que vous êtes capable de les supprimer. Donc, voilà, après, sur la clause en elle-même, vous pouvez le mettre dans vos CGV, voilà, enfin, que vous respectez les principes de protection des données personnelles, mais bon, je vois pas ce que vous pouvez mettre d'autre. Oui. Faut pas les détailler, quoi. Pas Voilà. détailler comment on respecte ces données personnelles. Ah bah non, 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 c'est trop compliqué Sinon, parce que ça, là, vous allez avoir, enfin, je veux dire, vos CGV, elles vont faire 50 pages. Vous aurez forcément un process de traitement. Si vous devez le détailler dans vos conditions générales de vente, c'est compliqué. Il faut juste dire que oui, vous respectez le principe de traitement des données, mais vous devez avoir des clauses types là-dessus dans toutes les conditions générales de vente, voilà, surtout si vous faites appel à un prestataire. précision de Salax sur son activité. Ah oui, il peut y avoir des blessures, brûlures, éventuellement intoxication alimentaire. Je ne souhaite pas, mais ça peut arriver. Effectivement, dans ce cas-là, c'est mieux de souscrire une assurance RC Pro. Et ça me fait rebondir sur une question qui nous a été posée la semaine dernière quand on devait faire le live. Est-ce que l'assurance est obligatoire en micro-entreprise? Non, elle n'est pas obligatoire, mais pas forcément micro-entreprise. Elle est pas obligatoire tout le temps. Il y a certains secteurs qui sont pour lesquels elles sont obligatoires. Par exemple, on reprend ce dont tu parlais tout à l'heure, la garantie décennale. Ça, c'est une obligation pour toutes les personnes qui interviennent dans la construction. Mais sinon, toutes les activités ne sont pas obligatoirement sujettes à assurance. Après, c'est toujours mieux. C'est toujours mieux. Et Toujours mieux. ça a un coût assez limité, c'est pas très très cher une assurance RC Pro et ça peut vraiment vous sauver la mise. Exactement. Je prends un exemple que j'ai vécu aussi avant d'une personne que j'accompagnais qui faisait des marchés. Elle avait son petit stand, son parapluie à table et il y a eu un coup de vent, le parapluie s'est envolé et est tombé sur une personne. Son assurance RC Pro l'a couverte. Si elle n'avait pas été couverte, elle aurait pu avoir elle-même être mise en cause Mm. juridiquement et ça aurait pu avoir un coût financier assez fort pour elle. On va prendre une dernière question avant de clôturer le live, qui est la question d'Estelle Fischer. Pas sûr d'avoir compris, obligation de proposer une médiation pour une micro-entreprise. Voilà, attendez, je suis perdu dans la phrase. Voilà. Pas sûr d'avoir compris, obligation de proposer une médiation pour une micro-entreprise dans une prestation de service. Est-ce que c'est obligatoire? Ça dépend de votre type de public. Si Voilà. c'est du public entrepreneurial, enfin, entreprise, pardon. Si c'est du public professionnel, c'est pas obligatoire. Si c'est du public consommateur, donc privé des individus physiques,
Ça devient obligatoire. Voilà, faut vous dire, en fait, le principe, c'est je propose mes biens et services à des consommateurs. Je dois être en mesure d'informer mon client du fait que je suis rattaché à un médiateur. Ce médiateur, je vais le choisir sur une liste en fonction de ses tarifs, notamment, voilà, comment il facture. Est-ce que c'est forfaitaire à l'année? Est-ce que c'est au cas particulier si jamais on a recours à la médiation, ce qui peut être une bonne solution. Et dans ces cas-là, une fois que vous avez choisi le médiateur voilà, parce qu'il vous convient au niveau de ses tarifs, ce que vous faites, c'est que vous mettez sur vos conditions générales de vente ou alors dans des devis, etc., la possibilité toujours, faut que vous informiez votre client du fait que il a la possibilité de faire appel à un médiateur s'il y a un litige entre vous. C'est tout. Après, mais c'est de lui offrir la possibilité. Vous, en amont, vous avez fait la démarche auprès du médiateur pour dire bon, ok, je me rattache à vous. Mais après, voilà, c'est juste entre guillemets, une sorte de garantie au profit du consommateur. Donc en fait, si vous faites jamais appel au médiateur, vous l'aurez vu une fois pour conclure cette espèce Voilà. de mise en relation. Vous l'afficherez en tant que partenaire sollicitable. Et s'il est jamais sollicité par vos clients, vous le reverrez plus jamais. Voilà. Donc, au bout de 10 ans, informez-vous qu'il existe encore quand même. Exactement. Et on prend une dernière question d'Isabelle qui dit merci, les CGV sont intégrés sur le site internet même si ce n'est pas du e-commerce. Alors oui et non, c'est-à-dire que vous pouvez les intégrer parce que c'est une information qui peut intéresser vos clients, mais comme ils n'achètent pas sur votre site internet, il faut de toute façon qu'ils soient validés en étant signés, enfin contre-signés quand vous envoyez le devis aussi. Donc il y a assez peu d'intérêt à les afficher sur le site internet si ce n'est en information. Si Voilà. vous voulez le faire, moi je vous conseillerais de pas le faire dans le menu du site internet, mais vraiment en bas de page. Donc avec les mentions légales et les conditions générales de vente. Dernière petite précision, question que je voulais te poser, Charles, par rapport aux mentions légales, justement, est-ce qu'elles sont obligatoires à afficher sur un site internet? Et qu'est-ce Les, qu'on est obligé de mettre les, dedans? quelle mention? Les mentions légales, le type d'entreprise, statut, siège social, tout ça. Oui, 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 il faut pouvoir attacher le site à la société. Donc, il faut, alors, sauf erreur, mais numéro sirène, dénomination sociale, etc. Enfin, bon, vous, pour les micro-entrepreneurs, c'est un peu particulier, mais quand même, le numéro SIRET, il faut mettre votre numéro SIRET, votre dénomination de micro-entreprise. Alors, il me semble que c'est le nom de famille et le prénom, mais je ne suis pas certain. Mais voilà, faut donner des éléments d'identification, en effet. Enfin, les éléments légaux d'identification. Donc ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte quand vous faites un site internet, même un site internet vitrine, il faut effectivement que ce soit rattaché à une entreprise et que votre entreprise apparaisse. Donc en général, on les met en bas de page. Alors, effectivement, comme tu disais, la raison sociale d'une micro-entreprise, c'est le nom, prénom de son créateur, auquel on peut rajouter un nom commercial, mais le statut officiel, la raison sociale officielle, c'est le nom, prénom de l'entreprise. Donc vous mettiez nom, prénom, adresse, numéro SIRET. Voilà. Voilà. Je vois qu'il y a plus de questions qui arrivent. Je vous propose qu'on clôture ce live. Pour les gens qui auraient regardé ce live en replay, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez d'autres. On y répondra même après, parce qu'on a les notifications, donc on y répondra sans aucun souci. Et voilà, il me reste à vous souhaiter une excellente fin de journée. Merci Fanny qui nous dit que c'était très intéressant. Merci. Donc, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce live. Et puis, je vous invite à continuer à suivre Koala ME. On va continuer à faire d'autres lives encore. On a aussi nos webinaires qui sont assez réguliers. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la page Koala ME et vous aurez toutes ces informations-là qui arriveront au fil de l'eau. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir, Au Charles. revoir. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt, Axel.